Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Vérité de fait de ce vendredi. Ce soir, nous recevons pour vous Maître Richard Pinda, cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler du voyage du chef de l'État en Chine, de son incidence, et on va un peu parler de faits récents de l'actualité, notamment l'arrestation de Salomo Idi Kalondadela, cadre de Ensemble, le conseil spécial de Moïse Katumbi, il faut le dire, principal opposant de Félix Tshisekedi. Allez, bonsoir Maître Richard. Bonsoir, merci. Comment allez-vous? Je vais bien, c'est une première. Je salue d'abord la beauté de ce que je trouve ici en termes de studio. Et deuxièmement, l'accueil que vous nous avez réservé. Et aussi les niveaux de l'émission. En fait, puisque lorsqu'on dit niveau de l'émission, on tient compte principalement du présentateur. Les invités viennent pour compléter ce qui existe déjà. Là, je l'ai dit ouvertement, c'est moi qui ai sollicité à venir vers vous parce que j'ai vu les différentes émissions qui sont passées, surtout l'émission que vous aviez récemment ici avec un avocat, Maître Hervé Kitebe, qui a dit des choses qui ne correspondaient à autre chose que du droit. Voilà pourquoi je suis même revenu là-dessus pour évoquer certaines questions. Ce qu'il avait dit correspondait à autre chose que du droit? Ça correspondait à autre chose. Ça n'avait rien à voir avec le droit. Mais avant qu'on revienne sur lui, on va... Qu'est-ce qui vous a fait rire quand je disais que Moïse Katumbi était le principal opposant de Félix? Non, mais que dirait Martin Fayulu? Non, mais on le sait, personne n'agite les camps Tshisekedi, plus que lui, il faut le dire aussi. Non, détrompez-vous. Non, vous, en fait, nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas tous de la même manière. Raison pour laquelle je vous dis tout à l'heure que le confrère qui m'a précédé sur cette chaise ici a raconté autre chose que le droit. Quel le droit? Ben voilà. Je l'ai dit parce que vous le dites vous-même. Vous dites l'émission c'est vérité des faits. Voilà. Nous sommes en face de faits. En droit, nous avons pour habitude de dire apportez-moi les faits, je vous apporte le droit. Et donc, nous allons essayer de faire cette réflexion avec vous ici pour voir s'il s'agit de la dictature, des dérives dictatoriales, si éventuellement réprimer les manifestations comme il le disait ou qu'en démocratie on ne le faisait pas. Aujourd'hui, je ne vois aucun Français dire à Macron qu'il a instauré la dictature du moment où les manifestants sont réprimés de la manière la plus sévère possible que ce qui arrive maintenant. Vous pensez que cette répression, bastonnade, toutes ces choses font partie de la démocratie? Vous savez, les policiers sont de personnes qui méritent aussi protection et sécurité. Et de la même manière que la police est en droit d'exercer la légitime défense. Lorsque Martin Fayulu incite ses militants à jeter des pierres aux policiers, vous pensez que les policiers, parce qu'ils sont policiers, au nom d'une démocratie qui n'existerait que dans les têtes de ceux qui le disent, ok, ils vont fermer les yeux, ils vont ne pas se défendre? Non, ils sont en droit de défendre. Nous avons vu Martin Fayulu le faire. Ils ont même incité des enfants. Le cas précis, c'est celui de l'enfant qui avait été interpellé par la police. J'ai toujours condamné le manque de proportionnalité par rapport à comment on a traité cet enfant. Mais c'est un enfant qui a été... D'ailleurs, le droit parle de la délinquance juvénile. Un enfant qu'on a fait passer pour un élève, et pourtant il n'en était pas un, ou qui n'était pas en uniforme, parce qu'on nous a donné l'impression... Il était en âge de scolarité, d'ailleurs, il devait être à l'école, parce que nous avons assuré la gratuité de l'enseignement. C'était un week-end, il était censé être à la maison. Attention, il y en a de là où on étudie le matin. Il était censé être à la maison, si je veux prendre au mot, mais qu'est-ce qu'il se retrouvait faire dans la rue et en train de jeter des pierres à la police? Peut-être qu'il s'est senti concerné par les revendications de l'opposition qui manifestait contre la vie chère, le processus électoral. Prenons par exemple la vie chère. J'ai vu un enfant dans la rue en France pour revendiquer la vie chère. Et non à la retraite, qui n'a pas été bastonné parce qu'il ne jetait pas de pierres aux policiers. Vous pensez que la bastonnade est justifiée par les jets de pierre? Vous pensez que la violence de l'opposition lors des manifestations est justifiée par, comment dire, le fait d'être de l'opposition? Pas du tout. On pouvait marcher calmement, sans connaître des bévures. Maître, c'est pourtant les mêmes revendications. J'ai vu des confrères qui
m'ont brandi de vieux reportages de l'UDPS à l'époque de l'opposition, qui revendiquaient contre les processus électoraux, le manque de transparence, le manque de crédibilité. C'est à peu près les mêmes revendications que je suis en train d'entendre ici. Pourquoi n'avez-vous pas obtempéré? Pourquoi n'avez-vous pas voulu simplement encadrer ces gens au lieu de les priver de je vous ramène à votre propre nom de l'émission. Vous dites vérité des faits. Tout à fait. Ok? Les manifestants sont dans la rue. Ils ont un itinéraire qui avait été défini ensemble avec l'autorité de la ville. On leur a dit, il ne faut pas passer sur Kimwenza et Université. Pourquoi? Parce que l'UDPS allait passer par là. L'ACP allait prendre aussi cette route-là. Vous débitez votre marche sur Rond-Point, et plutôt Super Lemba. Comment pouvez-vous expliquer qu'ils se regroupent quelque part au lieu de passer outre pour aller sur Super, il ne faut pas nécessairement et obligatoirement passer par Université, non pas du tout. On peut passer ailleurs et atteindre ce point-là. L'itinéraire dicté par l'autorité urbaine tout à fait. Pas commencé avec dicté, pas dicté par l'autorité. Non, 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 non. Ils se sont retrouvés les 11 à l'hôtel des villes. Et ensemble, ils ont décidé de l'itinéraire à prendre pour leur marche. Ensemble, ils se sont décidés de la date. Seulement que l'opposition n'avait pas signé parce qu'il y avait les secrétaires généraux qui étaient dans cette réunion-là. On appelle la réunion d'harmonisation. C'est-à-dire pour que l'on se dise ensemble où nous voulons aller. Le jour suivant, le même jour plutôt, ils sortent de là. L'opposition ne fait aucune déclaration. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, nous allons voir nos leaders pour vous donner la position. Quelque temps après, les 4 leaders vont éventuellement tenir une conférence de presse. À l'issue de cette conférence de presse, ils vont rejeter la date du 18 pour la date du 20. Ils ont avancé les raisons, que l'autorité de la ville leur a dit qu'il faut retirer les machettes, il faut éventuellement, comment dire, mettre fin à la situation de Mobondo. Quelque temps après, il faille aussi enterrer certains militaires avec honneur, certains policiers avec honneur qui étaient morts quelque temps avant. Et donc, s'il faut prendre cette réalité-là, cette vérité des faits-là, ils se sont retrouvés dans la rue. Et se retrouvant dans la rue, ils se sont retrouvés avec l'UDPS, ACP, et à côté, vous aviez le 4 leaders, disons l'opposition. Alors, l'autorité a défini les itinéraires d'un chacun. Il dit, l'UDPS, vous prenez ça, la majorité, vous prenez ça, et plutôt l'opposition, vous prenez ça, et l'ACP, vous prenez ça. Au lieu de marcher là où eux, ils devaient marcher, ils vont vers les autres. C'est de la provocation pure et simple. Alors, l'autorité qui a, comment dire, le maintien de l'ordre public dans ses prérogatives, ok, lorsqu'il voit que vous violez l'itinéraire qui ne vous était pas réservé pour aller sur l'itinéraire des autres, allez-y comprendre, l'UDPS, dans la rue, ok, les opposants viennent vers eux sur l'itinéraire qui est retraché. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que serait la conséquence? Est-ce que le gouverneur n'a pas vu ça venir? Pourquoi il n'a pas peut-être décalé la marche de l'UDPS qui n'était pas annoncée bien avant? Est-ce qu'il en a le droit? On a vu, il a interdit plusieurs marches, on a vu. Non. Il en a les prérogatives. Non. Les régimes essaient certes de l'information, mais on voit que quand le gouverneur n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Non. Voilà comment ça se passe. On parle du régime de l'information. Vous voulez organiser une marche ou une réunion publique, si vous lisez le décret loi numéro 1996, du 196 plutôt j'allais dire, du 20 novembre 1999, portant réglementation des manifestations publiques et des réunions. L'article 7 dit au gouvernement d'accompagner sans faire entrave une manifestation publique. Alors, lorsque vous informez à l'autorité, l'autorité vous convie à une rencontre pour définir ensemble l'itinéraire à prendre. Voilà pourquoi on dit harmoniser, une réunion d'harmonisation. À l'issue de cette réunion, vous définissez comment est-ce que vous allez faire les choses. Est-ce que dans un état de droit, on peut interdire
à une personne de tenir un meeting, une marche ou une manifestation publique au même moment que les autres. Nulle part c'est interdit. En le faisant, quelle est la responsabilité du pouvoir, du gouverneur de la ville? C'est d'encadrer ces différentes manifestations. Et c'est ce qu'il a fait ou pas du tout? Il l'a fait et il a défini l'itinéraire que chacun devait prendre pour éviter à ce qu'il y ait des échauffourées. Maintenant, l'opposition va sur l'itinéraire qui était réservé aux autres, c'est-à-dire l'UDPS. Où vous attendez à quelle réaction si vous étiez appelé, vous auriez appelé, pendant que vous êtes nommé Bokoumès ou gouverneur, comment vous auriez réagi? J'aurais fait comme les gouverneurs a fait pour l'opposition. Mais c'est dans ces prérogatives. Il a recalé la marche, leur disant qu'il fallait harmoniser sur la police, je sais pas moi, les machettes qui étaient en circulation. Il aurait peut-être dû calmer le régime, l'IDPS, la jeunesse du reste, pour leur dire que vous ne pouvez pas marcher le même jour que ceux de l'opposition. Pourquoi il le ferait? Pourquoi pas ne pas le faire? Parce que, j'aime bien ça, pourquoi pas le faire? Parce que nous sommes dans un régime d'information et que le gouverneur n'a pas à nous imposer quoi que ce soit. Nous discutons avec le gouverneur, nous déterminons ce qui a déterminé. Ici, je dis bien, lorsque vous organisez une manifestation, il faut que vous soyez accompagnés. C'est ce dont on a besoin pour éviter à ce qu'il y ait des échauffourées. On ne peut pas le faire. Si le gouverneur ne pouvait pas faire autre chose que ça, ok, ça serait aussi une obstruction. Ça serait une entrave à la loi du 20 janvier 1999. Alors, maître, il y a une question avant qu'on aille au sujet de cette émission. Il y a une question. Ça ne vous gêne pas, vous, que ce soit pendant que l'UDPS est au pouvoir, qu'il y ait des arrestations comme il y en a eu cette semaine? Je comprends, puisque nous en avons parlé. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas qu'on en parle en dehors du caméra, parce que l'on risquait de se perdre. Et que vous avez avalé, parce que vous avez dit tout à l'heure, derrière la caméra, vous avez dit arrestation arbitraire et tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ceux de l'opposition vous parlent même de l'enlèvement. Ils disent... C'était quand même brutal, d'après les images. Non. Assumons, maître. Non. Laissez-moi m'expliquer. Pourquoi vous voulez que je vous assure? Vous dites vérité des faits. Vous dites ici, c'est la vérité des faits. Est-ce que nous pouvons découvrir ces faits, les décortiquer pour en sortir la vérité? Nous sommes avec vous. Ben voilà ce que nous faisons. Et donc, lorsque vous retournez sur cette image qui a été prise à l'aéroport international de Djili, selon les informations que j'ai à ma possession, M. Mounidela était déjà devant dans les véhicules. Il n'a même pas posé de résistance. Ceux qui étaient pris là, c'était des militaires qui l'accompagnaient en civil, qui ont dit « Ah non, ça ne doit pas se passer comme ça ». Vous voyez? Alors, les militaires, en le faisant, ils ont aussi violé la loi. Parce que lorsque les agents de l'ordre ou les agents du service de renseignement vous approchent pour des questions, mais la moindre des choses à faire, c'est quoi? C'est tempérer, aller vers eux, discuter avec eux. Non, mais je vous le dis. Allez-y, oui. Vous vous rappellerez du dossier que j'ai eu avec Madame Hamida Chatur. Oui. Ok. Un samedi, j'étais en ville, en centre-ville, on m'appelle par quelqu'un, il me dit, vous êtes où? Je veux vous voir pour telle chose. J'ai dit, bah écoute, volontiers, je venais où je suis. Lorsqu'ils arrivent, il me brandit un avis de recherche. Je pouvais aussi résister. J'ai dit non, en professionnel de droit, je dois aller répondre de cet avis de recherche parce que je suis recherché par la justice. J'ai tempéré. Je n'ai pas fait de bruit. Je n'ai pas fait je n'ai pas été violent. Je n'ai pas, fait obstruction à cela. Mais lorsque vous faites obstruction à la personne qui représente l'autorité publique, qui représente l'autorité de la loi, quoi de plus normal que ceux-là puissent exercer de la violence sur vous? Parce qu'ils ont l'obligation, je dis bien, j'insiste. Avant de vous j'insiste. laisser poursuivre, est-ce que votre collaboration avec les éléments de la justice
N'était-ce pas parce que peut-être vous vous dites, ben, c'est la justice et puis moi je suis cadre de l'UDPS, bon, il n'y a pas à craindre, il n'y a pas trop à craindre. Non, non, pas du tout. Parce que je Je vous vois suis avocat. dans l'opposition, vous n'allez pas obtempérer comme ça. Moi, Si, je l'ai fait. Vu Non, vos non, statuts, non. C'était vraiment genre, Non, non. la justice de mon pays, je m'en vais en paix. Non, non. On ne va pas aussi joyeusement à la prison. Non, non. Non, mais si on y va lorsqu'on sait qu'on n'a rien à se reprocher. À ces jours, Madame Hamida est en difficulté. Les dossiers a disparu au parquet. Vous pouvez comprendre ça. Ok? Les dossiers pour lesquels j'ai été poursuivi a disparu au parquet. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Je n'ai pas dit que la justice de la République démocratique, elle est parfaite. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, j'initierai une action en justice contre Madame Hamida. Ok. Tôt ou tard, ils le savent. Et aussi, les biens, c'est quoi? C'est que lorsque, au niveau où nous sommes, la prescription dans cette affaire est suspendue. Ce qui voudrait dire que, à tout moment, je reviendrai là-dessus. Parce qu'il s'agit de mes droits qui ont été bafoués. Vous voyez ça? C'est une parenthèse que je referme. Alors, j'en viens à cette situation. Monsieur Monidé l'a interpellé. Il tempère. Monsieur à côté, il se comporte de la manière dont il se comporte. En quoi a-t-on violé la loi? Donc, l'opposition aurait souhaité, ou que nos amis de l'opposition nous disent, lorsqu'ils accéderont au pouvoir, s'ils accèdent seulement, ok? Et l'opposition, ça sera plutôt... on fait tout selon les émotions de l'opposition, quoi. Parce qu'il faut tenir compte aussi des revendications. Nous tenons les comptes des revendications qui sont faites par l'opposition, ok? Mais nous nous posons la question de savoir, nous sommes un pays de 500 millions, plutôt de 120 millions d'habitants. Et dans ces pays de 120 millions d'habitants, nous avons une représentation nationale qui est constituée de 500 députés. Et vous voulez me dire que seul Délice Sanga est plus intelligent que les autres. Lorsqu'il émet une opinion, lorsqu'il travaille avec le 13 pour une loi électorale et que cette loi électorale est modifiée, ok? Il dit non, niet, parce que mes attentes ne sont pas rencontrées selon que vous les avez modifiées. En tout cas, je m'oppose à vous, je suis devenu opposant ou que je suis opposant. Est-ce que vous c'est un droit, est-ce qu'il y a... Non, non, c'est un droit, c'est un droit, mais ce droit ne veut pas dire que l'on doit imposer sa volonté aux autres. Non, pas du tout. Nous sommes en démocratie et en démocratie, c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Lorsque vous êtes minoritaire, on vous écoute, on peut ne pas vous suivre, on évolue. Parce que c'est ça les règles de la démocratie. J'aurais souhaité, moi, qu'on me dise, la loi avait été violée, les lois de la République auraient été violées dans le comportement des uns et des autres. Certains ont même dit qu'il y avait enlèvement. Ils les disent à longueur de journée. Laissez voir les images. Les images laissent voir qu'on avait envolé, plutôt enlevé. La brutalité, c'était Manu Militari, c'est des hommes en uniforme qui couraient dans tous les sens, les hommes, vous dites les hommes en uniforme, les hommes en uniforme sur le tarmac, qui couraient dans tous les sens. En tout cas, il y a une vidéo qui est comme ça. Non, non, je vous pose la question de savoir si vous avez vu les hommes en uniforme qui couraient dans tous les sens. Non, ben, en tout cas, on a vu une agitation sur les tarmacs. Vous avez vu qu'il y avait des hommes en uniforme? Quelques-uns, oui. Quelques-uns. Alors, si vous dites qu'il y a eu des hommes en uniforme, c'est qu'il n'y a plus lieu de parler de l'enlèvement. Puisque la définition de l'enlèvement, plutôt j'allais dire, voudrait que ce soit une personne prise par des personnes inconnues et on amène cette personne-là à une destination inconnue. C'est ça l'enlèvement. Dites-moi maintenant, si les gens en uniforme étaient là, c'est qu'il voudrait dire qu'ils étaient identifiés. Mais s'ils ont été identifiés, on sait où on l'amène parce qu'aujourd'hui c'est connu. Okay. Ce sont les services de renseignement qui ont mis la main dessus. Vous voyez ça? Et donc, je pense qu'on est dans la démagogie. On voudrait donner l'impression de ce qui est sans l'être. Heureusement pour moi, je suis là pour parler de la vérité des faits. Mais maître, outre ce que vous dites, cette arrestation a été annoncée par plusieurs personnes proches de cette personnalité. Journalistes comme acteurs politiques. Cette détention, déjà il faut cette dire, détention. Cette détention a été annoncée. Je suis journaliste. De vous à moi. Ben, je comprends que vous soyez, heureusement que vous le dites. Vous savez, lorsque j'entre dans ces studios ici, j'ai vu des caméramens. La façon dont vous disposez, c'est vous qui êtes les techniciens, vous savez qu'il faut disposer à tel endroit,
tel endroit pour prendre telle image. Vous voyez ça? Et donc, c'est de la même manière que lorsque je suis dans ce dont je suis expert, ok, j'en ai le monopole ici, de l'expertise. Ok? Donc, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi j'ai dit que vous dites la violence. Je pense que nous avons donné une réponse quant à ce. La violence est possible lorsque l'on résiste. Et aussi, beaucoup l'ont dit, qu'on a violé les temps de la flagrance, et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Et pourtant, vous avez une jurisprudence dans l'affaire Mukonkole contre le ministère public, où la durée de la flagrance avait été relevée de 3 mois. Ce qui démontre à suffisance que, ici, les faits ont donné le droit, lesquels le droit, qui n'a pas été violé. Dans le contexte soit de la loi, soit des jurisprudences, soit des principes généraux du droit, pour que M. Salomon se retrouve dans la situation dans laquelle il se retrouve. Et donc, je suis convaincu, d'ailleurs, c'est démontré ici, que l'état de droit vit ses meilleurs moments en République démocratique du Congo qu'ailleurs. Allez, très bel éclairage pour cet élément d'actualité. Merci beaucoup, merci. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que l'avocat qui m'a précédé, il a parlé de sa vie, il a raconté sa vie. Tout dépend de l'angle par lequel vous voyez le fait. Tout dépend justement. Nous avons, je suis désolé, nous avons les mêmes faits. Je vois mal le cadre de l'UDPS opposant étayer le fait tel que c'est fait maintenant là. Non, mais pourquoi ça ne devait pas être ainsi? Il aurait été alarmant, vous avez toujours été dans l'angoisse, il aurait été dans la dramatisation. Vous avez d'ailleurs, vous en avez connaissance. Vous savez, mes interventions sont-elles rationnelles et objectives? Je ne suis pas dans le fanatisme. Je ne verse pas non plus dans le superfétatoire ou émotionnel, comme vous le dites là. Et donc, c'est pour dire que je suis convaincu que l'opposition n'a rien à présenter par rapport au contexte actuel. Et surtout lorsque vous dites que nous revendiquions la même chose, non, pas du tout. Ce sont les mêmes génériques qui sont venus, du cosmétique qui sont venus, mais nous, c'était autre chose. Parce que lorsque vous dites que... Transparence, crédit. Lorsque vous dites à l'époque... Inclusif. Prenons par exemple... C'est tout ce que vous revendiquiez. Non, nous revendiquions, pourquoi? Parce que nous, l'UDPS... Des électeurs fantômes. Nous, l'UDPS, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils ne revendiquent pas les trucs fantômes, non. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. L'UDPS d'antan a refusé la composition de la CEI. Pourquoi? Parce que l'UDPS n'était pas dans les institutions. Et que l'UDPS n'était même pas au Parlement. Quand j'ai dit l'UDPS, certains de nôtres étaient élus, ils siégeaient au Parlement, mais nous les avions radiés. Ce qui voudrait dire que nous n'étions pas représentés. Et donc vous conviendrez avec moi que hier, par exemple, quand on manifestait, on nous interdit de sortir à partir déjà de nos maisons. Nous nous retrouvions... La police venait. Mais vous arrivez quand même, vous avez été devant la CENI, vous avez bradé, quoi ça? Nous avons... bravé les barrières. Je suis d'accord. Je vis encore je suis d'accord. que j'ai vu il y a longtemps dans ce Je suis d'accord. Nous sommes allés à la CENI. Nous avons été à la porte de la CENI. Mais vous savez, on dit du droit que c'est la réalité d'une société donnée. Lorsque nous sommes en 2021, nous avons organisé une manifestation. Nous avons pris d'assaut. Nous, UDPS, avec les autres partis politiques, nous avons pris d'assaut le palais du peuple. Vous avez des machettes en circulé, ça et là, ainsi de suite, tout ça. Ça fait en sorte que l'autorité prenne des mesures. Il y a une circulaire datant de 2021 qui a été prise par André Kimbuta, qui interdisait... Il était aux affaires à l'époque? Tout à fait. Ok. Tout à fait. 2021, il était encore aux affaires. Ok. Cette circulaire interdisait aux manifestants d'atteindre ou d'accéder au siège des institutions. Eh bien, ce qu'a fait Ngobila aujourd'hui, c'est de recourir à cette disposition et de l'appliquer tout simplement. Et une circulaire fait office d'un acte ayant force de loi. Et donc, cette circulaire est en droit d'être appliquée par tout celui qui voudrait le faire. Le chef de l'État était en Chine. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ces voyages du chef de l'État. Comme quoi, par exemple? Que c'est un fiasco, que les Chinois ont refusé de revisiter les contrats, que ça n'a rien rapporté. Certains de l'UDPS disent que voilà, les Américains en ont plein les yeux parce que maintenant là, on a la Chine comme partenaire. N'est-ce pas que l'histoire se répète déjà?
on a eu les partenaires occidentaux, ça n'a pas marché, ils étaient là avec leur histoire des droits de l'homme, respect de la Constitution et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on retourne à la Chine, un peu comme l'avait fait Kabila à son époque. L'histoire se répète. Je dirais non. Nous avons des similitudes qui démontrent à suffisance, qui donnent l'impression que l'histoire serait en train de se répéter. Vous vous souviendrez que lorsque Joseph est allé vers la Chine, il n'y avait pas un partenariat signé entre la République démocratique du Congo et Chine sur l'exploitation de nos minerais. Et donc, nous, aujourd'hui, nous y allons pour commencer d'abord par, comment dire, révisiter. Les contrats sino-congolais, c'était sur quoi? Non, je vais y aller. C'est-à-dire que Kabila n'a pas trouvé, Joseph n'a pas trouvé un contrat qui liait la République démocratique du Congo sur l'exploitation des gisements. Ok. C'est ainsi que Tshisekedi arrive, il trouve un contrat léonais qui existait, qu'il faille revoir. Deux situations, comment dire, identiques, mais qui ne sont pas les mêmes. Identiques, pourquoi? Parce que ils sont allés vers les Chinois et que nous allons vers les Chinois. Mais le contenu n'est plus le même. Je m'explique en disant ceci. On a signé un contrat, un partenariat, non pas avec l'État chinois, par Kabila. Kabila a signé le contrat avec un consortium de entreprises ou d'hommes d'affaires chinois. Moi, j'aime bien les appeler des mafieux. En complicité avec d'autres mafieux congolais. Pourquoi je dis qu'ils sont mafieux? Pourquoi? Parce que nous avons des gisements évalués à des milliers de dollars, milliers de milliards de dollars. Curieusement, un groupe de consortium chinois viennent vers nous pour négocier ce contrat-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent le luxe de prendre nos gisements à nous et d'aller les faire gager en Chine, auprès des entreprises ou des banques chinoises. Ils n'ont rien apporté, si ce n'est que l'adresse. Lors de l'exploitation ou après l'exploitation, les dividendes, c'est-à-dire les bénéfices qui en sont sortis, sont mal répartis. Je m'explique. La République démocratique du Congo, en termes des infrastructures, devait avoir 845 millions de dollars. L'intermédiaire, ceux qui sont allés gager, ils ont obtenu plus de 10 milliards de dollars. La banque en a obtenu 3 milliards de dollars. Dites-moi, où est le sérieux, l'absence de la mafia dans cette affaire? Mais c'est criant. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, qui est le poumon fonctionnel, c'est-à-dire sans enrichissement, le reste ne représente rien, ne pouvait pas avoir 845 milliards de dollars, de millions de dollars, pas du tout. Et même si cela devait être possible, j'ai dit, même si cela devait être possible, regardez que dans le 845 millions de dollars, il n'a été exploité que 324 millions de dollars. Et donc, dans les 324 millions de dollars, dans cet argent-là, on a aussi surfacturé. Et donc, je conclue avec vous pour dire qu'il s'agit là des mafieux qui se sont retrouvés pour brader les richesses de la République. Le président Tshisekedi arrive en Chine. Il fait quoi? Il renégocie ses contrats chinois. Il vous a dit que nous sommes dans un partenariat stratégique et global. Ce qui veut dire que ce qui voudrait dire que global, c'est-à-dire que ça touchera tous les aspects du monde. Stratégique, pourquoi? Parce que la France, plutôt que ce que j'ai dit, la Chine, la Russie, représentent un poids énorme au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes arrivés au point de faire maintenant la guerre au Rwanda. Et en y allant, lorsque nous allons mettre en mal le Rwanda, ok, on ne viendra pas nous sanctionner. Pourquoi? Parce que nous aurons un droit de veto venu de nos partenaires chinois et la Russie. Et donc, vous comprenez que c'est stratégique, ces partenariats de l'autre côté là-bas. J'ai même ouï dire que certains ont déclaré selon que le président Tshisekedi, que les Chinois avaient réservé
une fin de non-recevoir dans cette affaire. J'ai dit, mais c'est ridicule. Vous vous souviendrez que l'ambassadeur chinois, lorsque cette affaire chinoise a rebondi, l'ambassadeur chinois, exactement, avec les rapports de l'IGF, l'ambassadeur chinois a dit des choses de manière claire. Il dit, nous sommes disposés à négocier. Comment vous pouvez prétendre être disposé à négocier et quand il s'agit de négocier, vous tenez le dos pour prétendre que les autres ne sont pas les bienvenus, c'est un fiasco. Ah non. Et lorsque nous sommes allés, nous avons négocié conséquemment sur le plan militaire. D'ailleurs, vous avez appris qu'ils viennent maintenant pour former les militaires à Kitona. Et donc, pour former... C'est pas nouveau, les formations des militaires. Je me souviens avec le faux... c'était quoi le faux, l'euro, je sais pas moi, 2006-2007. Non, ça c'est pas une formation militaire. L'euro est force européenne de la transition. C'était juste pour accompagner. Il y a toujours des missions comme ça. Concrètement, qu'est-ce qui a découlé de cette visite du chef de l'État, visite de travail, ce jour de travail, disons. Puisque lorsque je suis en train de vous dire ce qui a coulé, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agit des questions de défense, de la défense et que comment on appelle ça déjà, du camp militaire qui va être conçu. Donc c'est-à-dire que les retombées ne peuvent pas être immédiates maintenant, mais nous allons les sentir avec le temps. Surtout avec la guerre à l'est de la République, nous sentirons que la paix, lorsqu'elle reviendra par le président Tshisekedi, elle permettra à ce que la population de l'Est puisse comprendre. Maître Richard, il y a une autre polémique autour de ces déplacements du chef de l'État, c'est la pléthore qu'il y a eu autour dans sa délégation. C'est presque tous les membres du gouvernement qui étaient là-bas. Ça se demandait, étaient-ce tous autant importants les uns que les autres, et c'était quoi? Soit on voulait tous accompagner papa. C'était les experts de la présidence de la République qui l'accompagnaient pour une mission. Je parle des membres du gouvernement. C'est ce que j'ai dit. Mais le président de la République fait partie de l'exécutif. Et l'exécutif est composé d'une part du président de la République, l'institution président de la République, et aussi du gouvernement de la République. S'il se fait accompagner par les membres du gouvernement, ces membres du gouvernement sont aussi membres de l'exécutif. Et ils sont chacun des techniciens, ils ont leurs techniciens avec qui ils peuvent permettre. Il y avait l'aménagement. Mais voilà, ça va le soir. C'est tout le monde qui était important. Je vais vous poser une question. C'est moi qui en pose. Pensez-vous qu'il y ait une loi qui interdit au président de la République de se balader avec des experts en grand nombre en dehors du pays? Pensez-vous qu'il est important pour les chefs pour ces gens-là d'aller partout avec les chefs de l'État? Je crois que vous devez vous référer alors là portant statut de fonctionnaire et cadre de la fonction publique. Vous conviendrez avec moi qu'ils sont experts, ils doivent être toujours à côté du président de la République. Lorsque Macron voyage pour la Russie, Joe Biden, il voyage pour la Suisse, est-ce que vous pouvez estimer le nombre de gens avec qui il partait? Parce que le président de la République peut... Membre du gouvernement? Oui, aussi membre du gouvernement. En tout cas, les membres du gouvernement, ça ne dépasse pas 5. Ça ne peut pas? Ça ne dépasse pas 5 pour ces deux présidents que vous avez cités. Non, ça passe. Je l'ai vu, moi. Macron est venu ici, on voit Biden faire le monde. On se voit dans sa délégation. Il avait autant de membres de gouvernement qu'on en a eu. Martin était... Macron, vous aimez bien Martin. Macron était super protégé en venant chez nous. Pas par les membres du gouvernement, déjà. Il était là avec les membres du gouvernement. Il a d'ailleurs amené... ils étaient à combien, maître? Ils étaient nombreux. On parle même de la première... la directrice de l'Union, du Fonds monétaire. Non, Christine. Non, pas Christine. La représentante de l'Union européenne était là. C'est-à-dire que c'est pour traiter plusieurs contrats. Entre nous, soit dit, vous ne pouvez pas non plus traiter la question de militaires, comme vous l'avez dit, ok, sans amener les ministres de la Défense. Et si les ministres de la Défense doivent être là, ils doivent se faire aussi accompagner de ces experts, des gens qui lui diront « Ah, ici, au Betamabé, Tozongabwe ». Et donc, s'il faut prendre toutes ces réalités-là en compte, je suis convaincu que du bon travail a été fait par le président Tshisekedi et il est en train de consolider certaines choses qui vont être bénéfiques aux populations congolaises. Allez, on est en train de chiter, maître. Vous allez conclure. On aura certainement un nouveau numéro. Volontiers. Votre mot de la fin. En conclusion, je dirais tout simplement que où nous sommes rendus aujourd'hui, l'état de droit a pris notre dimension dont nos amis de l'opposition ne comprennent pas.
démagogue pour arriver à accéder, comment dire, au pouvoir, pour accéder au pouvoir, comme je disais tout à l'heure, c'est un moyen qui ne marchera pas, surtout sous ces régimes. Nous sommes à quelques mois des élections, nous devons avoir la responsabilité de faire en sorte que ces élections aient lieu et que celui qui voudrait accéder à la justice république le fasse dans une procédure légale qui est prévue par les lois de la République. Et je pense que nous sommes là, nous irons. Allez, c'était là les derniers mots de Maître Richard Pinda, cadre de l'UDPS, qui était notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous les dimanches pour la rediffusion. Et que Dieu vous bénisse et bonne suite de soirée sur notre chaîne. Merci.